Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Loïc Tanguy. Salut Loïc, ça va? Enchanté, bonjour Laurent. Loïc Tanguy qui est le fondateur des Grappes. On dit des Grappes, Les Grappes, De les grappes. de les Grappes, lesgrappes.com, qui a pour mission de faciliter et développer la distribution des vins de vignerons en France et à l'étranger, Tout à fait. en B2C comme en B2B, avec un gros push B2C ces dernières années dont tu nous parleras. On s'est déjà rencontrés. Effectivement. On s'est déjà rencontrés dans une autre vie, à l'époque où j'organisais avec Jonathan Benoudiz des événements qui s'appelaient Start in Paris, qui permettaient tous les mois à quelques startups de venir pitcher, présenter leur techno à la communauté tech parisienne. Je suis assez fier, à l'époque, c'était l'un des plus gros événements à Paris. Effectivement. On a fait ça pendant 5 ans et tu avais pitché et gagné, je crois, à l'époque, en 2014. Ouais, ça ne rajeunit pas, mais c'était une fierté d'y participer à l'époque, comme c'est une fierté de participer à l'épisode aujourd'hui. Ouais, alors quel chemin parcouru pour toi? Les Grappes aujourd'hui, c'est 1200 vignerons que vous êtes allé sélectionner et chercher, un catalogue de plus de 5000 vins. Une très belle croissance et presque 20 millions d'euros en objectif sur 2024. Tout à fait. C'est une belle aventure. Ouais, c'est une chouette aventure. Alors, il s'est passé pas mal de choses depuis 2014. Mais une seule chose n'a pas changé, c'est l'ambition qu'on a, qui est de faciliter et développer la distribution des vins de vignerons en France et à l'étranger. Au démarrage, en 2014, l'idée, c'était de permettre aux particuliers d'acheter du vin facilement en direct auprès des vignerons. Et au fur et à mesure, on a eu de la demande de restaurateurs. Donc, sans grande originalité, on a lancé une plateforme en 2017 qui s'appelait Les Grappes Pro, pour permettre aux restaurateurs d'acheter du vin en direct des vignerons récoltants. Et au fur et à mesure, on a développé ce modèle-là. Des CHR, on a ouvert une autre plateforme à destination des revendeurs, donc de la grande distribution, en pleine période Covid, on pourra en reparler plus tard. Et enfin, une plateforme pour les importateurs, donc pour gérer toute la partie export. Voilà, donc ça, c'était notre développement entre 2014 et 2022, date à laquelle, effectivement, on a opéré une levée de fonds qui nous a permis d'accélérer notre transformation. Voilà. C'est un domaine qui est fascinant, qui est complexe à comprendre, je pense, pour le commun des mortels, dans lequel il y a de multiples schémas d'intermédiation ou de désintermédiation. C'est un sujet que j'aimerais bien couvrir avec toi pour commencer, que tu me racontes le marché. Il y a combien de vignerons en France? Alors, nous, on dit qu'il y a, le chiffre qu'on a, c'est qu'il y a 30 000 vignerons récoltants. Ok. Le chiffre qu'on utilise en vente, c'est-à-dire qu'on retrouve souvent les 1000 mêmes vignerons. C'est-à-dire qu'il y a 1000 vignerons qui sont très bien distribués. Il y en a 29 000 qui le sont très mal, ou pas suffisamment bien. Et après, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la vigne et qui travaillent avec des coopératives. Et ce nombre aussi, selon les sources, entre 100 et 200 000 personnes qui aujourd'hui récoltent le raisin et qui le font après exploiter et transformer en coopérative. Combien? Je suis pas sûr d'avoir compris. 100 à 200 000. Il y a 100 à 200 000 personnes qui font pousser de la vigne ou qui Tout à fait. traitent d'une manière ou d'une autre le vin. Il y a une trentaine de milliers de vignerons et il y en a 1000 qui sont les usual suspects qu'on retrouve un peu partout. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est un peu la grande nomenclature de la filière viticole. Donc on part de 200 000, effectivement, eux ne font pas forcément la partie distribution, ils font juste la partie production. Il y en a 30 000 qui font l'amont et l'aval, c'est-à-dire la partie production jusqu'à la distribution. Et au sein de ces 30 000, il y a effectivement 1000, on va dire, happy few, qui ont la notoriété aujourd'hui et qui n'ont même pas besoin d'avoir un acte de vente, puisque leur vin se vend tout seul. Mais pour 1000 qui se vendent bien, il y en a 29 000 qui aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés dans leur distribution. Et qui peuvent faire appel à des sociétés comme les Grappes Tout à fait. sur un ensemble de choses, puisque je te laisse présenter, mais il y a une partie service, une partie distribution pour les vignerons. Oui, alors effectivement, la société a beaucoup changé, et encore plus ces dernières années, suite aux opérations notamment de rachat qu'on a pu faire. Le métier des grappes aujourd'hui repose sur deux grands piliers. Une partie service, avec une partie sans grande originalité qui s'appelle les grappes services. Donc on propose des services à destination des vignerons avec des abonnements, pour en reparler plus tard. Et une partie distribution qui est notre marché, notre pilier historique, qui est d'accompagner et donc de vendre les vins de nos vignerons sur tous les canaux de distribution, des particuliers aux professionnels. J'imagine que les 1000 plus importants n'ont pas besoin de sociétés comme la vôtre. Vous vous adressez aux 29 000 autres? Tout à fait, ouais. Oui, on s'adresse plutôt aux 29 000 autres. On a quand même des vignerons, évidemment, dans notre portefeuille qui sont connus et très reconnus. Mais effectivement, on va plutôt chercher à accompagner les vignerons qui sont en quête
de nouveaux réseaux de distribution. Parce que le métier de vigneron est un métier fabuleux, mais c'est un métier qui est extrêmement dur. Il faut travailler la vigne, la planter, la cultiver. Mais derrière, il faut le vinifier au moment dans les caves. Et après, derrière, il faut assurer l'acte de distribution. Donc c'est un métier, c'est en fait un des métiers de la terre qui est les plus complets. C'est-à-dire que généralement, le producteur de tomates, il produit sa tomate et il s'occupe assez rarement de la partie distribution, ou en tout cas de la partie marketing. Ce qui est fabuleux dans le métier de vigneron, c'est qu'il y a une partie effectivement amont dans la vigne, une partie en cave qui est tout le traitement du vin pour la vinification, et la partie distribution avec tout le marketing du vin. Voilà, donc c'est un métier qui est extrêmement riche. Oui, pour reprendre ton parallèle avec le producteur de tomates, il fait pas de sauce tomate. Il fait pas de sauce tomate, il transforme pas et il récupère sa tomate, il la met dans rarement un sa carton. tomate. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Alors que là, pour un vigneron qui voudrait tout faire, les métiers sont incroyablement diverses. Oui, Diverses. Ouais. Tu peux m'expliquer un peu... Alors pardon, de quoi on va parler dans cet épisode? Je vous fais quand même un tout petit menu, chères auditrices, chers auditeurs. On va parler du marché du vin et des schémas habituels de distribution. On va parler des grandes tendances, l'hygiénisme, le climat, le réglementaire, l'économie. Avant de parler des grappes, qui était plutôt dominante, on va dire B2B, mais qui a bien poussé sur le B2C ces dernières années. Le B2C, on peut dire la part de B2C aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire 35% de notre chiffre sur du B2C. Ouais. Donc un tiers de B2C, 2 tiers de B2B, on parlera de ça, on parlera d'expérience client, parce que le client aujourd'hui, il est donc à 2 tiers CHR, restaurant, distributeur. Comment est-ce qu'on l'adresse, comment est-ce qu'on le chasse, comment est-ce qu'on l'entretient, comment est-ce qu'on le fidélise. On parlera de votre distribution, parce que vous étiez sur Amazon, entre autres. Tu vas me dire ce que vous allez en faire. On parlera aussi de cette croissance externe. Vous avez racheté plusieurs sociétés. Oui. Pourquoi, comment et quelle intégration. Voilà, ça nous fait déjà pas mal de sujets. Mais revenons du coup au marché. Je veux bien que tu m'expliques comment on passe d'une grappe à un verre de vin au restaurant ou à la maison. D'une grappe de vin, pardon, pas d'une grappe, pas de lait grappe. Alors, ce que je te disais il y a quelques instants, c'est que c'est génial et fabuleux avec on va dire ce métier et cette filière. Déjà, on y retrouve beaucoup de gens passionnés. Parce que c'est un des métiers les plus complets, en tout cas dans la partie production. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut planter la vigne, cultiver, vendanger, vinifier les jus, assembler et embouteiller. Et après, derrière, il y a toute la partie distribution. Dans les grands schémas aujourd'hui, sur la partie distribution, les vignerons essayent le plus possible de développer la vente en direct auprès des particuliers. Donc soit en développant les activités de no-tourisme, donc visite dans les chais pour les vignerons, ou de monter des sites pour réussir à faire de la vente en direct auprès des clients particuliers. Mais est-ce que tu as vraiment une place pour ça quand tu es face à les grappes par exemple pour un distributeur en ligne ou les centrales d'achat des Auchan, Cora et je ne sais quel autre et tout, pardon, excuse-moi, tous les réseaux de distribution physique, les cavistes indépendants? Alors, en tout cas, c'est plus rémunérateur pour les vignerons, donc ils cherchent clairement à le développer. Ça leur permet de connaître leurs clients. C'est un axe en tout cas qu'ils cherchent à développer. Le deuxième, c'est de passer par des revendeurs type grossiste. Et effectivement, le segment des cavistes est un segment qui est fortement plébiscité par les vignerons parce que c'est un segment très valorisant pour les vignerons. C'est toujours une grande fierté d'avoir leur vin exposé chez les cavistes. Un troisième segment important pour les cavistes sur la partie distribution, c'est évidemment les cafés, hôtels, restaurants. Pareil, qui est assez plébiscité, mais difficile à couvrir pour les vignerons, puisque c'est un marché qui est extrêmement atomisé. Il y en a aussi 20, 30, 50 000, 100 000 en France, non, des CHR. Tout à fait. En fait, de manière générale, on est sur un marché. C'est pour ça qu'on a, on pense qu'on a une vraie légitimité qui est extrêmement atomisée en amont côté vigneron, extrêmement atomisée en aval, puisqu'il y a une multitude d'acheteurs potentiels et de cibles qui est extrêmement importante. Les particuliers, les professionnels cavistes, les professionnels CHR, café, hôtel, restaurant, et enfin la grande distribution qui, même si certains dans la filière rejettent, aujourd'hui ça représente quand même 60% des volumes de vente de vin en France. Quoi. Le CHR ? La grande distribution. La grande distribution, pardon. La grande distribution. 60% des volumes de vente de vin en France. Tout à fait. Alors c'est bien évidemment les vins
plutôt moins chers qui sont vendus en grande distribution, avec des prix moyens plutôt à 6-7 euros, donc très bas. Mais aujourd'hui, le gros des volumes passe en grande distribution. Voilà. Après, le vigneron qui valorise son produit, aujourd'hui, va chercher le plus possible à vendre son vin auprès des particuliers, auprès des cavistes, auprès des restaurateurs. Et le dernier segment, qui est un peu plus global, qui est effectivement l'export, et qui a été un gros axe de développement pour la filière viticole ces dernières années. Tout ça dans un univers qui peut être parfois un peu obscur pour le consommateur final, entre origine, cépage, appellation qui changent en fonction des régions. C'est pas évident le vin. Alors, c'est pas évident. Il y a des acteurs aujourd'hui qui cherchent également, qui cherchent à le simplifier. Tu avais reçu sur un épisode Aubert et Mathieu qui justement se sont lancés dans cette logique de simplification. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour un consommateur lambda, c'est pas simple de s'y retrouver parce qu'il y a toute la problématique des appellations, des labels, des cépages. C'est compliqué. Et c'est d'ailleurs un des gros enjeux de la filière pour réussir à répondre à la montée en puissance de la bière, évidemment un produit plus simple. Il faut que la filière arrive à simplifier pour se rendre on va dire plus attractif. C'est intéressant, tu mets la bière en frontal par rapport au pinard, par rapport au vin. C'est pas le même usage, la même occasion de consommation. Non, mais c'est en tout cas un produit qu'on observe parce qu'il y a clairement un très fort développement de la craft beer depuis quelques années. La bière artisanale. La craft beer, pardon, excuse-moi. Okay. Et donc, avec une explosion des brasseries, je crois, en France, ouais, des brasseries artisanales. Alors, toutes ne seront peut-être pas là dans 3 ans, mais effectivement, il y a eu une démocratisation. C'est un produit qui est, on va dire, très margé, plus que le vin, mais qui est simple et qui a souvent un marketing hyper chouette. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est le cas de ce qu'a réussi à faire Aubert et Mathieu notamment, mais c'est d'avoir des étiquettes sympas, claires, souriantes. Et en tout cas, c'est la révolution qu'a entrepris le rayon de bière. C'est intéressant ce parallèle parce qu'effectivement, j'y avais jamais réfléchi, mais tu as une blonde, une blanche, une IPA, une machin, tu as peut-être 2-3 autres encore, une dark, j'en sais rien. Le vin, tu as quand même beaucoup plus d'éventail de possibilités, de choix importants, quoi. Tout à fait, mais nous, ça fait partie. On n'est pas aujourd'hui, dans nos métiers, on n'est pas seulement distributeur, on se présente comme un partenaire de nos vignerons et on essaye de les accompagner sur leur positionnement et repositionnement parfois pour trouver les bonnes étiquettes qui répondent aux besoins de nos clients. Parce qu'il y a aujourd'hui le produit, évidemment, et donc le vin en tant que tel est un élément important, mais aujourd'hui, le marketing et tout ce qui va autour est un enjeu clé par la distribution du vin. Et donc, ces 29 000 vignerons qui ne sont pas forcément aguerris à tous les métiers nécessaires pour être un bon vigneron, parce qu'il faut savoir produire, faire pousser, transformer, distribuer, marketer, vendre, négocier avec des centrales d'achat. C'est là qu'intervient du coup un acteur comme les grappes pro en l'occurrence. Alors effectivement, nous aujourd'hui, notre métier, c'est d'accompagner ces vignerons qui ont déjà un travail colossal à faire sur l'ensemble de la chaîne. Et donc nous, c'est de les accompagner soit en leur proposant des services logistiques, donc on peut appeler du fulfillment depuis l'entrepôt qu'on a à Mâcon, soit une partie de distribution pour les proposer auprès de nos différentes typologies de clients. On connaît le nombre de bouteilles vendues en France chaque année ? Non, je ne saurais pas te donner le nombre, mais aujourd'hui, le marché du vin en France, c'est une filière qui pèse à peu près 10 milliards d'euros en France et à peu près la même chose à l'export. Et les 1000 vignerons les plus présents représentent combien sur ces 10 milliards ? Je ne sais pas te dire. Ok, bon, très bien. C'est un marché compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tendances sociétales. Tu parlais d'hygiénisme, tu vas m'expliquer ce que c'est. Il y a des tendances climatiques, évidemment, parce qu'une année où il pleut pas, où il fait pas beau, où il fait pas le bon, en tout cas le bon mix de ce qu'il faut en eau et en soleil, on a des mauvaises récoltes. Et c'est un marché en plus qui est sévèrement régulé, encadré d'un point de vue réglementaire. Tout à fait. Alors effectivement, je ne vais pas verser dans le climat un peu compliqué en ce moment, mais oui, aujourd'hui c'est une filière qui affronte certains vents contraires.
Le premier étant les problématiques climatiques. Avant, il y avait un événement compliqué tous les 7-8 ans. Aujourd'hui, nos vignerons ont et enchaînent du mildiou, de la pluie, de la grêle, voilà, des Le événements mildiou, ou c'est de la sécheresse. un type de champignon qui pousse sur la vigne, hein, c'est ça? Oui, qui est lié grosso modo quand il y a trop Trop d'humidité. d'humidité, ouais. Ouais. Et en fait, là, il y a un enchaînement de problèmes et qui va progresser avec les problèmes climatiques qu'on rencontre. Il y a clairement un sujet aujourd'hui d'une tendance de fond. Les gens boivent moins, qui est qualifié effectivement en amont de l'entretien sur la partie un peu de l'hygiénisme. Les gens font plus attention. Il y a effectivement le sans-alcool qui est une tendance qui arrive. À quel point elle deviendra importante, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on boit moins qu'avant. Tu vas au restaurant le midi. Il y a 20 ans, 30 ans, les gens buvaient du vin à table. Aujourd'hui, peu de gens boivent du vin à table. Donc, en tout cas, il y a une consommation qui est plus prudente là-dessus. Et puis enfin, troisième choc actuel, je pense qu'il y a un problème effectivement un peu économique. Et le vin n'étant pas un produit de première nécessité, notamment nous, les grappes, on vend des produits quand même assez valorisés. C'est pas un produit de première nécessité, sauf pour des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, donc on évite. Et donc effectivement, on repousse un peu cet achat qui n'est pas impératif. Voilà. Donc ce sont des vents contraires. Pour autant, nous on est en tout cas petits sur ce marché-là. On fait 20 millions sur un marché qui fait 10 milliards. Il y a des places à prendre, des opportunités de marché, c'est ce qu'on a fait avec de la croissance externe. Donc voilà. Plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir. La première, le sans-alcool, c'est vrai que tu as de la bière sans alcool, tu as du champagne sans alcool, j'ai jamais goûté. Il y a du vin sans alcool? Il y a du vin sans alcool, oui. Il n'y a pas du jus de raisin? Enfin, alors, ce que je peux dire, on fait pas mal de dégustations de vin sans alcool au bureau. Il y a des gros progrès qui sont en train d'être faits. On a un partenaire qui s'appelle Moderato. Honnêtement, il y a eu des gros progrès en 3 ans et ça, je trouve ça bien. Voilà, c'est bien, c'est bon. La bière sans alcool, ça fait un moment et ça se démocratise. Il y a eu effectivement récemment French Bloom. Il y a Moët Hennessy qui vient de prendre une participation de 30% au sein de French Bloom, qui est une marque de champagne sans alcool. Alors, ce que je t'ai pas mesuré, c'est à quel point ce marché va devenir important ou très important. Ce qui est sûr, c'est que là où il y avait un côté un peu folklorique il y a quelques années, on sent qu'il y a... On commence à regarder sérieusement ce sujet-là. On a de la demande, on a clairement de la demande. Moi, j'aime beaucoup le bon vin. C'est vrai que je bois plus. J'ai jamais bu d'ailleurs à midi. Enfin, je suis en train de réfléchir, j'ai 45 ans. C'est pas un secret, j'ai dû boire dans mes premières années peut-être, parfois, tu vois, professionnel, parce que ça se faisait. Mais ça fait 10 ans que j'ai pas bu un verre de vin à midi en semaine, je pense. Mais on a le même âge et je pense qu'à l'époque de nos parents, un repas professionnel le midi, il y avait forcément 1 ou 2 verres de vin. Et un Dijon à la fin, ce qui est un enjeu aussi. Voilà, et qu'effectivement aujourd'hui, on ne fait plus la même chose, quoi. Voilà. Oui, mais un verre de vin, un bon vin, si ça existait ou si ça existe sans alcool à midi, j'y ai jamais pensé, mais j'ai jamais pensé à le demander en fait. C'est le premier point sur lequel je voulais rebondir. Et toi, tu sens une demande, tu vois une demande, alors en B2C ou en B2B, de la part des CHR sur ce sujet? Ou on n'est pas prêt aujourd'hui? Alors, nous, on a clairement de la demande de la part des cavistes, qui, je pense, sont aussi en recherche un peu de solutions, parce qu'il y a eu un énorme phénomène de mode post-Covid, et donc il y a beaucoup de caves qui ont ouvert. Peut-être un peu trop. Là, il y a pas mal de cavistes qui sont aujourd'hui qui enchaînent des mois compliqués. Et effectivement, le sans-alcool, ça fait partie des produits aujourd'hui qui semblent être demandés par leurs clients. Et donc, les cavistes aujourd'hui, ils sont en recherche de nouveaux relais de vente. Et en tout cas, nous font ces demandes-là. Voilà. Donc, il y a clairement quelque chose à faire autour de ça. C'est une tendance de fond. Voilà. Est-ce que ce sera gros ou très gros? Ça, je ne sais pas. Tu m'as dit que la grande distrie, c'était 60% de l'achat de vin en France. Tout à fait. Le caviste, alors indépendant ou en chaîne, ça... En chaîne, pardon, en deux mots. Ouais. Quelle part de la distribution aujourd'hui? Tu as une idée? C'est une dizaine de pourcents. Une dizaine de pourcents? Ouais. Ok. Et comment est-ce que eux fonctionnent? Fonctionnaient avant vous, fonctionnent avec vous et fonctionnent... Alors les cavistes, après il y a le mythe du caviste. Qui a fait le tour de toutes les caves de France et Voilà. qui connaît la différence entre tel et tel vin obscur, entre tel et tel millésime. Alors effectivement, les bons cavistes le font, mais c'est quand même un métier extrêmement physique, extrêmement dur. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les cavistes. Et
Eux peuvent, quand ils sont fermés le lundi, effectivement aller faire des salons ou aller à la rencontre de vignerons. Donc ça, c'est ce que font les cavistes. L'autre réalité aussi, c'est que certains cavistes le font pour les ventes, leurs plus grosses ventes, et derrière vont chercher un complément de gamme chez des revendeurs qui vont leur permettre d'agréger différents vins et donc de limiter les avances de trésorerie, parce qu'on va pouvoir avoir, et c'est le cas notamment avec ce qu'on fait avec Plug Wine Pro, ils vont pouvoir panacher parmi 6 domaines, 36 bouteilles, quoi. Et donc, ça permet de panacher et effectivement d'éviter des grosses avances de trésorerie, puisque pour acheter du vin en direct d'un domaine, d'un vigneron, il faut au moins commander par 60 d'un même domaine, quoi. Ok. Voilà. Donc oui, le caviste fait du direct domaine, mais il a besoin généralement de compléter sa gamme avec des personnes qui sont des grossistes, comme on le fait avec Plug Wine Pro. Est-ce que tu vois sur ce marché un regroupement de cavistes ou des chaînes qui prennent de la place? Il y a certaines grosses chaînes. Il y a évidemment Nicolas, qu'on connaît tous, qui est un acteur pour moi historique, qui a la chance d'avoir des emplacements assez incroyables, mais qui joue peut-être pas assez son pouvoir de prescription. Voilà. Et à côté, il y a beaucoup de cavistes indépendants. Donc c'est un marché qui, pareil, est extrêmement atomisé. Il y a quelques chaînes qui se sont développées. On peut penser à Nisa, il y avait Repère de Bacchus. Voilà, donc il y a des groupements. Mais dans l'ensemble, ça reste. Et c'est là que généralement on trouve les meilleurs cavistes. C'est-à-dire c'est des cavistes indépendants qui sont passionnés, animés par leur métier et qui peuvent vous parler des vins qu'ils sont allés sélectionner, quoi. Ok, compris. Merci pour ce tour d'horizon du marché, hygiénisme, climat, économique et réglementaire dont on a parlé. Vous avez un modèle de business qui est assez complexe. Il y a de l'abonnement, c'est ça, et du service sur les vignerons, et puis il y a de la vente en ligne. Est-ce que j'ai bien résumé ? Alors tu l'as bien résumé, je vais essayer de le reclarifier le mieux possible, sachant qu'on est dans une société qui a beaucoup changé en l'espace de 2 ans. Suite au rachat qu'on a fait. Mais effectivement, les grappes, aujourd'hui, il y a la partie les grappes service qui propose de l'abonnement à destination des vignerons et la partie distribution. L'objectif étant de permettre à nos vignerons d'être présents sur différents canaux de distribution, B2C, lesgrappes.com, le site Vin Étonnant, Petite Cave, le site des vignerons indépendants, les sites professionnels, les Grappes Pro, Plug Wine Pro, pour vendre à destination des clients professionnels. Et pour les abonnements, côté vigneron, donc je reviens côté amont, l'idée c'est de proposer des abonnements qui apportent du service logistique avec de la capacité d'expédition en fulfillment depuis notre entrepôt, de la distribution bien sûr, et des services à valeur ajoutée pour nos vignerons. Compris, vous avez fait un push. Bon, on va y venir. Écoute, je te propose un truc. Je te propose que tu me résumes les grandes phases de vie des grappes, de les grappes, jusqu'à ces 2 dernières années, et que tu m'amènes à la raison pour laquelle vous avez fait de la croissance externe, qui est un enjeu, une question que beaucoup de commerçants et e-commerçants se posent pour leur croissance, parce que la croissance c'est facile, c'est facile, pardon. On peut aller la chercher de manière organique et en interne. Parfois c'est plus rapide d'aller racheter un concurrent ou une offre complémentaire. Donc je veux bien que tu me résumes les grandes phases de vie de Les Grappes jusqu'à ces 2 dernières années. Oui. C'est une société qu'on a lancée en 2014. On a eu la chance de faire une levée de fonds qui était importante à l'époque. Les chiffres vont peut-être sourire aujourd'hui, mais à l'époque on a levé 700 000 euros. C'était la plus grosse levée de fonds en amorçage dans la distribution du vin. Ce sont des chiffres qui font un peu sourire aujourd'hui quand on a vu les levées de fonds un peu délirantes qu'on a observées après. Donc l'idée de départ, on lance lesgrappes.com pour développer notre marketplace pour les particuliers et permettre aux particuliers d'acheter auprès de 1000 vignerons récoltants. 2018, on se développe auprès des professionnels sur lesquels on connaît un très fort développement. Pour donner un chiffre, 2019, on fait 90% de notre croissance sur la partie pro, donc on avait quand même clairement fait le choix de diminuer très fortement nos efforts sur la partie B2C. Et ces pros, ils t'attendaient ? Comment t'allais les convaincre de passer par Les Grappes ? Mais en fait, c'est un marché qui... Attends, excuse-moi, qu'est-ce que t'appelles les pros ? Café, hôtel, restaurant. CHR. Okay. En fait, c'est un marché sur lequel il y a énormément de freins. C'est-à-dire que les restaurateurs ont envie d'acheter des vins de vignerons, sauf qu'il y a un frein qui est la logistique, un deuxième frein qui est le paiement, puisqu'aujourd'hui, quand un restaurateur veut travailler avec un vigneron,
en question, il est obligé de commander par des volumes importants. Il n'a pas de suivi logistique. Et sur le paiement, le vigneron, et c'est normal, il est à distance, n'a pas de solution de paiement. Donc il lui demande de payer en amont. Nous, on a construit toute une solution avec les Grappes Pro qui permet d'avoir un suivi logistique, qui permet d'avoir un accompagnement de l'équipe commerciale. Et enfin, on a mis en place des scoring clients qui permettent de voir à quel client on peut accorder de l'encours, pas d'encours. Voilà. Donc on s'est attaqué en fait aux freins du marché qui faisait que les deux marchés avaient du mal, en tout cas les deux typologies de clients avaient du mal à se rencontrer. Et avant que tu t'attaques à ce frein, que tu règles ce frein, que tu lisses ce frein, personne l'avait fait ou le faisait aussi bien que vous enfin, en digital, non. Il y a évidemment des acteurs classiques, traditionnels, sans que ce soit péjoratif, qui le font. Et il y a beaucoup d'agents aujourd'hui qui travaillent sur ce marché-là, qui vont représenter 5-10 vignerons et qui vont effectivement aller représenter ces vignerons auprès des restaurateurs. Nous, on arrive avec un modèle totalement à part, c'est-à-dire qu'on arrive avec plus de 800 vignerons, 3000 vins, et on permet aux restaurateurs d'avoir accès à un catalogue colossal. Et nous, on n'est pas mieux rémunéré à vendre un vigneron plutôt qu'un autre, donc on est dans un conseil absolu, et on adapte les cartes en fonction des besoins de nos restaurateurs. Et comment tu allais convaincre ces 800 premiers vignerons, enfin ces 800 vignerons en tout cas c'est un travail. Tu les as trouvés, comment tu les as convaincus Je me suis bien entouré. On a quelqu'un à l'époque, Nicolas, qui a pris son bâton de pèlerin et qui, avec son équipe, allait voir plein de vignerons. Je pense qu'on a toujours essayé, en tout cas, nous, on a toujours été assez cohérents dans notre développement. C'est qu'on a toujours travaillé avec des vignerons, toujours respecté leur circuit de distribution. Ça, c'est un élément très important dans la filière. Les vignerons aujourd'hui travaillent avec des agents. Dans certains départements, par exemple, on va prendre un domaine dans le sud, il va avoir 3-4 agents dans des départements français qui ont des exclusivités. Donc on a développé une plateforme pour qu'on puisse vendre et faire apparaître ce vin dans tous les départements, sauf les 3 ou 4 où il a une exclusivité. Ok. Et derrière, même chose sur les circuits de distribution, le vigneron, par la marketplace, nous donne des accords par circuit de distribution. Je veux bien que vous me représentiez auprès des cafés, hôtels, restaurants, auprès de la grande distribution dans telle et telle enseigne, mais pas dans telle autre. Et en fait, il y a un moment, c'est là, je pense, ce qui fait qu'on a réussi à attirer des vignerons. On a encore 50 demandes entrantes par mois de vignerons qui veulent être référencés sur notre plateforme. C'est d'avoir un développement cohérent, de ne pas trahir ses valeurs. On n'a pas fait rentrer des vins de marque, ni des grands vignerons. On a toujours eu vraiment cet ancrage côté vigneron récoltant. Pourquoi est-ce que l'agent travaillerait pas avec vous le vigneron ABC qui est, je sais pas, en Côte-du-Rhône, il a un agent qui couvre la zone parisienne. Pourquoi est-ce que cet agent mettrait pas son vin sur les grappes ? Ça peut faire partie des évolutions. Ok. Ça peut faire partie des évolutions, notamment sur la partie service, parce que on a un entrepôt, effectivement, à Mâcon, qui est un entrepôt de 6000 m², qui est très gros par rapport à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire on n'avait pas d'entrepôt. Et effectivement, l'idée demain, c'est d'essayer d'aller convaincre des agents de venir y mettre leur vin pour les accompagner sur la partie logistique. Ok, compris. Donc tu arrives avec des scouts à aller trouver les quelques premières centaines de vignerons que vous avez sur la plateforme. Tu trouves les accords pour que ça colle avec leur réseau de distribution et de vente actuel. Tu les respectes. De l'autre côté, tu as, je ne sais plus si on a dit les chiffres tout à l'heure, mais je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas les dizaines de milliers de CHR en France qui commandent du vin aujourd'hui et qui voudraient commander en direct vigneron, mais qui ne trouvent pas le support soit logistique, de paiement, pour pouvoir le faire. Et du coup, tu viens de placer au milieu des deux pour les mettre en relation. Tout à fait. J'ai juste. Ouais. Exactement. Et effectivement, un élément important, c'est que aujourd'hui, nous, notre site, lesgrappes.com, c'est le 3e ou 4e site français en termes de trafic. On a fait un gros travail de SEO et de contenu dès notre démarrage, notamment en travaillant en s'occupant de la rubrique 20 du parisien.fr. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu tapes achat vin professionnel, grossiste vin professionnel, on est le premier résultat. Et donc, on a aujourd'hui une demande entrante importante de professionnels et de restaurateurs qui ont envie d'acheter du vin. Et ce qui fait qu'effectivement, par rapport aux acteurs classiques, tu prends un grossiste, le fonctionnement classique d'un grossiste, il achète du vin, il a un entrepôt, il a 4 ou 5 vendeurs, et donc il va travailler dans un périmètre géographique contraint, 50 km ou 100 km autour de chez lui. Nous, effectivement, notre modèle est assez disruptif là-dessus, puisqu'on va avoir des clients dans toute la France
et même des clients dans le monde entier, parce que c'est les gens qui nous trouvent. Et donc derrière, notre métier, c'est de répondre à leurs demandes. Et ton modèle économique sur cette verticale-là, parce que donc le vigneron va payer un abonnement pour avoir accès au service, et le CHR va acheter, tu prends une com au passage? Alors, aujourd'hui, il faut distinguer vraiment les deux parties, mais effectivement, d'un côté, il y a des abonnements côté vigneron pour les services qu'on leur apporte, et de l'autre, Logistique, marketing, logistique, paiement, il y a tout un, ouais, ouais. si on veut rentrer dans le détail des abonnements, mais tu vois, on leur crée des boutiques en marque blanche sur leur propre site, on leur permet de faire de l'expédition et toutes les problématiques douanières. Le vin, c'est une énorme problématique, toute la partie douanière, donc on est capable d'expédier 2 bouteilles de vin d'un vigneron à l'étranger partout dans le monde. Ça, aujourd'hui, s'il veut le gérer en direct de son domaine, c'est super galère. Il doit aller à la poste, et évidemment, il n'a pas la. Non, mais tu souris, mais c'est la réalité du C'est un marché. enfer. En plus, j'imagine qu'envoyer une bouteille de vin ou 12, c'est un enfer. Mais C'est un lourd, enfer. ça casse, c'est cher. Enfin, Les cartons, ça coûte une fortune. Et en fait, c'est ça qui est chouette dans ce marché-là, mais ça reste un marché extrêmement traditionnel, où un vigneron va avoir de la demande pour par exemple, un client allemand, on va pas aller très loin, hein, qui est passé l'été d'avant dans son domaine, il veut commander, le vigneron n'est pas outillé pour lui envoyer du vin. Donc il va peut-être aller à la poste pour lui envoyer un carton de 6. Voilà. Il n'a pas aujourd'hui d'accord logistique avec DHL, avec TNT. Non, c'est marrant parce que ça m'est arrivé, je le réalise maintenant quand on en parle, ça m'est arrivé d'aller dans un petit resto gastro ou étoilé, j'en sais rien, un peu pointu, de goûter un vin que j'adore, je me le note, je contacte le domaine, je leur dis est-ce que je peux vous acheter du vin? Ils me disent bah non, essayez de le trouver, on est distribué là ou là, mais non, vous pouvez pas me l'acheter en direct. Ah mais alors ça, effectivement, tu as des vignerons qui refusent. Et ils refusaient parce qu'ils... Enfin, c'est pas qu'ils refusaient, c'est qu'ils pouvaient pas. C'est ce que tu viens de dire, ils n'étaient pas outillés pour. Mais l'histoire réelle, qui fait un peu storytelling de start-upper, je m'en excuse, mais c'est réel, donc je le dis quand même. En 2013, je découvre un super vigneron près de Carcassonne, domaine Lefort, que j'ai d'ailleurs toujours pas référencé sur les grappes. Qu'est-ce qu'il attend? Je découvre le vin, j'ai l'impression d'avoir découvert une petite pépite, un salon. L'année d'après, je vais le voir, il était près de Carcassonne, dans un village qui s'appelle Montréal. Derrière, je lui achète du vin. Et l'année d'après, je reçois son prospectus papier. Il fallait commander minimum 24 bouteilles et payer par chèque. Moi, j'habitais au 6e étage dans un ascenseur à Paris. Autant dire que je n'ai pas passé commande. Et en fait, c'est des freins basiques. Et nous, qui on a lancé les grappes, on posait la question tout à l'heure, pourquoi? C'était pour répondre à ce frein-là du marché et de permettre aux super vignerons qui font des super vins de vendre plus facilement leur vin en direct pour les particuliers. Compris. Donc on est en 2018 et tu commences à pousser fort sur les CHR, les professionnels. Voilà. Tu as des gros paniers d'achat, donc tu as forcément des marges qui sont en volume plus intéressantes. Il y a de la récurrence. Il y a de la récurrence. Pourquoi pousser sur le B2C en parallèle? Après? Ouais. On est revenu en fait au B2C après, parce que après il y a des enjeux de marque dont je te reparlerai, mais sur les évolutions, tu vois, si tu veux te tirer le trait, effectivement on pousse à fond sur la partie pro parce qu'on y voit plein de bénéfices, et on se rend compte qu'on est sur ce positionnement là assez seul, parce que c'est compliqué de faire ce qu'on fait, parce qu'il faut respecter les desiderata de distribution des vignerons. On se tape comme tout le monde le Covid, début 2020, le 15 mars. Et là, on a 90% de notre croissance qui est évidemment à l'arrêt, pas mal d'argent dehors, bref, la boîte est en crise. Et donc là, on attaque le segment de la grande distribution. Et donc, on s'est mis à vendre du vin chez des grandes enseignes qui étaient très contents de pouvoir accéder à notre portefeuille de vins de vignerons, toujours en respectant le souhait des vignerons d'être distribués chez telle ou telle enseigne. Voilà. Et après, ouais. Pardon, vous n'avez pas la vidéo. Enfin, si vous regardez, vous aurez vu Loïc qui voyait mon visage et donc s'est interrompu au milieu d'une phrase. C'est pas le cas si vous l'écoutez en podcast. Eux aussi, ils avaient besoin de vous? Oui, parce que en fait, tout ça pour ça. Aujourd'hui, c'est compliqué pour même des centrales d'achat d'avoir accès à un portefeuille extrêmement large de vins de vignerons. Ce qu'on permet aujourd'hui avec les grappes, c'est aujourd'hui on dit souvent qu'on est l'accès au plus grand vignoble de France. On est aujourd'hui un acteur qui permet à une enseigne de grande distribution d'acheter auprès d'un seul acteur des vins de 1000 vignerons.
Voilà. Mais ça, aujourd'hui, quand vous voulez compléter votre offre, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, vous avez beau être une grande enseigne de distribution que je ne nommerai pas, mais si je peux nommer Chronodrive et qui on travaille, on est fiers de travailler avec eux, ou avec des acteurs comme Kitok et plein d'autres, effectivement, eux aujourd'hui, ils vont aller renforcer leur sourcing, on ne va pas prendre l'intégralité de leur sourcing, mais renforcer leur sourcing en leur apportant des vins de vignerons. Ok. Et eux, ces vins de vignerons, ils souhaitent les avoir à leur catalogue parce que le client final leur demande. Oui, parce que en grande distribution, il y a une offre qui est assez. Grosso modo, ce qu'on voit le plus, il y a on va dire, 2 très grandes boîtes dans le vin allez, 3, qui trustent les premières places dans la grande distribution. Grand Chais de France, c'est une société qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Toutes les grandes marques que tu vois en grande distribution sont trustées par Grand Chais de France, Castel et quelques autres marques. Voilà. Et en fait, c'est eux qui occupent la plupart des rayons et les enseignes veulent compléter leur offre avec des vins de vignerons. Compris. Donc ils s'affranchissent un peu aussi de cette, c'est pas une mainmise, mais en tout cas ils s'affranchissent de ces gros acteurs, quoi. Tout à fait. Et il y a un souhait des consommateurs de voir renouveler l'offre en grande distribution, parce que les rayons n'ont pendant pas mal d'années peut-être pas assez bougé, et donc aujourd'hui ils ont envie de voir des vins qui ressemblent plus à ce qu'ils trouvent chez leurs cavistes. C'est de toute façon le souhait de la grande distribution d'essayer de ressembler un peu plus aux cavistes avec un positionnement en tout cas et une offre différente et différenciante. Donc clairement c'est là-dessus qu'on leur apporte des choses, puisque aujourd'hui pour une enseigne de GD, elle est discutée avec 300-400 vignerons, c'est un travail. C'est impossible. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, En plus pour des petites quantités. Pour des petites quantités. Ouais. Pour des petites quantités. Oui, ensuite le caviste, il y a un caviste. Pardon ? Chez le caviste, il y a un caviste. Exactement. Alors qu'au rayon vin de, je sais pas, de telle ou telle enseigne, j'ai devant moi 300 bouteilles de 300 producteurs. Impossible de savoir ce que je veux acheter, quoi. Et au final, je me rabats sur le nom que j'ai entendu ou que je connais ou que j'ai déjà bu. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu et qu'on conseille nos vignerons aussi sur le travail d'étiquette. Okay. Et le parallèle avec la bière que je prenais tout à l'heure. Continuons les évolutions de les grappes. Ouais. Donc on sort du Covid, une période assez dense et chargée. 2022, on est sur une année de stabilisation. On sort tranquillement du Covid, les chiffres sont bons, la boîte est à l'équilibre. Et puis cette année-là, on perd 2 très gros clients qui représentent 35, même 40% de notre chiffre d'affaires. 35 à 40% de votre chiffre d'affaires perdu sur une année ? Ouais, en moins d'une année. En l'espace de 4 mois, effectivement. Mais c'est un truc qui peut te mettre à terre, ça. Tout à fait. On avait 2 options. Soit réduire les coûts drastiquement, mais on a toujours une approche où on a toujours fait attention à nos coûts, donc ça ne marchait pas. L'autre option, et c'est la piste dans laquelle on s'est engagé, ça a été de repartir sur un modèle de développement, et donc de faire appel à des investisseurs, et donc d'entamer un process de levée de fonds. On a eu la chance d'être accompagné par un family office et par un fonds d'investissement qui est Demeter Vitirev, qui est aujourd'hui un fonds d'investissement dédié à la filière viticole. Demeter Vitirev, V-I-T-I-R-E-V, qui a été monté notamment pour soutenir des projets dédiés à la filière viticole. Je vois une news, elle date de 2022, ça doit pas être elle. Il doit y en avoir d'autres, mais bon. C'est un fonds, donc Demeter, D-E-M-E-T-E-R, plus loin. Demeter, c'est un très gros fonds. C'est un très gros fonds, voilà, et le fonds dédié au vin s'appelle Vitirev, V-I-T-I-R-E-V. Je peux te demander, ou tu acceptes de me dire combien tu faisais de chiffres avant de perdre ces quelques clients ? Ouais, on faisait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'était à l'époque que les grappes. Les grappes pro, mais pas encore de croissance externe. Tout à fait. Donc effectivement, année 2022 assez challenging, encore une. On s'ennuie pas. Et là, effectivement... Pardon, excuse-moi, mais l'entrepreneur qui parle, tu perds un tiers de ton chiffre, voire un peu plus. T'es arrivé, t'es rentable à ce moment-là. Enfin, t'étais rentable à ce moment-là. Ouais. Comment tu le vis ? Personnellement, humainement, professionnellement t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là. Voire un compte à rebours. Alors, je pense qu'on n'est pas le seul à
pas le seul à vivre ça en tant qu'entrepreneur, mais c'est sûr que j'ai On utilisé passe un tous par terme. en 2024. Hein. Ouais. Mais bon, c'est un terme qui est assez galvaudé aujourd'hui, mais effectivement, je pense que la résilience est une qualité nécessaire en tant qu'entrepreneur. Et effectivement, ça arrive au bout de 7-8 ans, j'avais l'impression d'avoir une boîte qui n'était pas énorme, mais en tout cas, on avait 8 millions, c'est... En tout cas, sur ce marché-là, j'estime qu'on avait développé une entreprise avec un beau succès d'estime. Ouais. On était un des acteurs qui comptait auprès des partenaires de vignerons. Voilà. Bon, mais on n'avait pas trop le choix. Mon idée, c'était pas d'aller déposer le bilan. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de repartir au combat et d'aller rechercher du développement. Donc, en fait, de manière honnête et sincère, on n'a pas eu le temps de se poser de questions. On est parti en levée de fonds et on a eu la chance que ça marche parce que ça nous a ouvert beaucoup d'opportunités pour la suite, quoi. Une levée de fonds, c'est une histoire que tu racontes à des gens qui croient en toi et ton projet. C'est quoi l'histoire que tu leur racontes en 2022 avec de la rentabilité, de la croissance jusqu'à présent, mais deux ou trois gros clients qui partent et 33% de ton chiffre d'affaires, pardon, ma phrase était trop longue, qui disparaît? On était assez serein sur notre capacité à remplacer ces clients-là. Donc c'était ça l'enjeu, c'était d'arriver à les remplacer et à montrer que surtout on ne ferait plus les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, c'est d'avoir des clients trop importants dans son périmètre dont on est dépendant. Et donc ça, on a tout fait pour éviter que ça se reproduise. Donc on a remplacé tous ces clients-là et c'est pour ça qu'on a recruté pour trouver plein de petits restaurateurs, plein de petits cavistes qui sont venus peu à peu remplacer ces clients qui nous ont manqué après 2022. Ouais. Une belle transformation. Donc tu vas m'expliquer ce que vous avez fait avec les fonds que vous avez levés, mais je rappelle, vous allez presque faire 20 millions en 2024. Tout à fait. C'est alors pas de triomphalisme dans un secteur qui est difficile et dans une époque qui est compliquée, mais c'est quand même un bel accomplissement. Alors en termes de développement, de croissance, effectivement dans un marché hyper compliqué, je suis pas du genre à être expansif sur les résultats, mais en tout cas, effectivement, on peut être fier. Non, mais aujourd'hui, effectivement, c'est un développement super satisfaisant qui a été hyper compliqué, qui a nécessité un énorme travail des équipes, puisque effectivement, on s'est lancé dans 3 opérations de rachat successives, avec une particularité, c'est qu'on a repris 2 entités en fait à la barre du tribunal de commerce. Parce qu'on t'a bien dit, on a levé 4 millions d'euros, on n'en a pas levé 40. Et donc, on a repris les entreprises qui étaient elles-mêmes en difficulté. Et donc, ça a nécessité un travail colossal de la part des équipes et une grosse transformation tant pour la partie les grappes que pour les entreprises qu'on a reprises, quoi. Alors, c'était des boîtes qui étaient plutôt B2C, plutôt B2B, plutôt les deux? Alors, donc on a racheté en avril 2023 une société qui s'appelait Plugwine, qui était notre concurrent historique et notre concurrent direct, qui lui était sur 2 métiers, la partie service aux vignerons via sa marque Plugwine. Comme nous. Et effectivement, on a fusionné une partie de services qu'on proposait avec Plugwine pour que ça devienne des grappes services. On n'a pas été très original là-dessus encore. Et après, ils avaient une plateforme Plugwine Pro qu'on a conservée pour la partie distribution. Donc ça, c'est Plugwine, qui était une société, il y avait une trentaine de collaborateurs, si on compte l'équipe de Presta technique au Maroc notamment. Elle était à la barre, elle, ou pas? Ça se trouve, tu peux le dire, tu peux pas le dire, ça se cherche. Elle a été reprise à la barre du tribunal de commerce. Ok. Ouais. Et donc voilà, qui est assez particulier, hein, parce qu'effectivement, vous avez une phase de due diligence. Une fois qu'il y a le jugement du tribunal de commerce le vendredi, je crois, 30 mars, je m'en souviendrai. Bon, à 15h, vous avez le jugement. À 16h, vous allez dans les équipes, des gens que vous n'avez jamais rencontrés, et vous dites, maintenant, on va devoir travailler ensemble. Et on va essayer ensemble de redresser l'entreprise, parce que si elle a effectivement à la barre du tribunal de commerce, c'est qu'elle avait des chiffres qui ne lui ont pas permis sa survie. Donc c'est sport. Je suis certain, parce que vous êtes toutes et tous formidablement intelligents, que vous savez comment ça marche. Mais si j'essaie de résumer, tu vas me dire si je me trompe, mais en principe, une boîte se trouve en liquidation judiciaire, elle est confiée à un juge, elle a des dettes, elle a des... Il y a un bruit, pardon, je suis désolé. Elle a des dettes, elle a des employés. En face de ça, il va y avoir des offres.
qui vont proposer de reprendre une partie de l'activité, une partie des dettes, voilà, et s'engager en tout cas, je sais pas, à maintenir des salaires. Mais le but du juge, c'est de choisir la meilleure offre pour la société qui permet de maintenir l'emploi, de régler les dettes existantes. C'est quoi l'histoire? Il tient compte, c'est un équilibre. Donc, après, c'est subjectif parce que c'est des juges qui choisissent. Donc, mais l'équilibre quand même à trouver, c'est la reprise des employés, l'offre et donc le montant qui est remis pour désengager les créanciers. Il y avait un passif à combler. Et après, c'est effectivement la structure la plus à même de pérenniser l'entité et l'activité. Et dans ce passif, il peut y avoir de l'institutionnel, du social, du RSA, Bien sûr, ouais. et des fournisseurs. Tout à fait. Est-ce qu'on privilégie l'un ou l'autre? Est-ce que le juge... Ouais, alors il y a on effectivement... pourrait faire un épisode ou des épisodes entiers sur ce sujet, mais... Il y a toujours des créanciers qu'on appelle chirographes qui sont prioritaires et qui passent avant les créanciers minoritaires. Le fournisseur du café, de la cuisine. Voilà. Et donc il y en a qui passent avant, pour faire simple. Ouais. Il y avait des gens en face de vous? On avait des gens en face de nous. Voilà, donc c'est une période assez chargée. Ouais. Oui, parce qu'on a les étapes, c'est grosso modo, tu as 2 semaines pour remettre une offre. Après, tu as 2 semaines pour améliorer ton offre. Et après, tu as l'audience. Donc c'est extrêmement rapide. Pour une société qui était extrêmement complexe. Alors on les connaissait un peu parce que c'est notre environnement, mais c'est pas facile. Pas facile pour avoir des informations sur la partie technique. Donc il y a une part de risque. Et d'ailleurs, quand on reprend l'entité, on découvre aussi des choses. Et donc, en l'espace d'une heure, le juge pose son jugement. Tout à fait. Te dit, c'est vous, monsieur, voilà les clés. Oui. C'est au bout à droite, allez-y. Tout à fait, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Alors, c'est très particulier, et c'est particulier aussi pour les équipes. Surtout pour les équipes, qui se demandent si l'entreprise va être liquidée ou non, ou s'il va y avoir un repreneur. Donc, ce qui joue là, c'est le maintien de leur emploi. Voilà, nous, on a fait une offre. On a repris l'intégralité des effectifs. Ce qui était aussi un sacré pari. Et voilà. Donc, ça, c'est l'une des 3 que vous avez rachetées. Celle-là, elle était plus sur la partie service et distribution, mais plus sur la partie B2B, du coup. D'accord. Et oui, tout à fait. Et c'était l'entreprise, je dirais, la plus complexe. Et après, on a repris 2 autres sociétés. Une société dont on a racheté tout l'actif s'appelait et donc la structure Vin Étonnant, qui est un site e-commerce de vente de vin qui faisait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et la société Petite Cave qu'on a également reprise en procédure de sauvegarde et donc en liquidation. Donc effectivement, on a repris 2 sociétés à la barre du tribunal de commerce et une société Vin Étonnant sur un rachat classique. Tu m'as dit à l'instant qu'il pouvait y avoir... Pardon, je reste sur le sujet, il m'intéresse, ça te dérange pas? Pas du tout. Oui. Tu m'as dit qu'il peut y avoir une certaine une ambiance particulière dans les sociétés que tu rachètes, parce qu'elles ne savent pas ce qui va leur arriver, si elles vont être liquidées, rachetées, reprises, si les postes vont rester. Est-ce qu'il y a aussi de ton côté, parmi tes collaborateurs, des questions qui se posent? Parce qu'on se dit si... Alors, j'imagine qu'à un moment ou un autre, ils sont informés forcément de l'opération. Ils se disent, si de l'autre côté, il y a aussi un responsable marketing et qu'il le juge meilleur que moi, est-ce que c'est moi qui saute? S'il y a un entrepôt qui est plutôt à droite, alors que le nôtre est plutôt à gauche... Enfin, tu vois, bref, ouais. Tu vois, est-ce que dans tes équipes aussi, tu as du contrôle à faire, du change management, de l'accompagnement? Je pense qu'on n'a pas tout bien fait, mais clairement. C'est pas une question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un bouleversement colossal. On est passé d'une entreprise qui faisait, on devait 25, qui était très familiale, à on a plus que doublé, voire triplé de taille en l'espace de quelques mois. Si on a fait ces 3 opérations en 11 mois, c'est qu'on n'a pas choisi le timing, on aurait préféré que ça s'espace un peu plus. Après, on est très content de les avoir fait. Mais c'est sûr qu'en interne, moi j'avais plein de collaborateurs en direct. Du jour au lendemain, j'ai passé beaucoup de temps, notamment sur l'opération d'intégration de Plugwine. Donc ça a créé, et on l'avait certainement sous-estimé, des problématiques RH en interne, et ça a accéléré le départ de collaborateurs qui étaient là depuis un moment, parce qu'ils n'ont plus été accompagnés comme ils le voulaient, parce qu'ils y ont vu la fin d'un cycle, ou parce qu'ils ne se sont plus retrouvés dans l'entreprise qu'on était devenu. Voilà. Après, moi, si on prend un peu de hauteur, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas eu d'autre choix, si on part de 2022, de chercher à grandir, parce qu'on a à un moment une notion de taille critique pour être à l'équilibre, pour pouvoir écraser les coûts. Et donc, c'est ce qu'on est allé chercher en faisant cette opération. 2022. Une première que vous rachetez en 2023, c'est ça, en avril? Avril 2023. On est maintenant 2 ans plus tard. Est-ce que, tu juges que c'est
un Un an succès. et demi. Alors, il y a un an et Ouais. demi, il y a certainement des choses que vous auriez pu me faire, mais est-ce que pour toi, disons, le coup est réussi? Et si c'est le cas, pourquoi? Et qu'est-ce qui t'a permis de le réussir? Très clairement, on a changé de dimension. Et on a pu faire ces opérations parce qu'on a eu le soutien d'investisseurs pour le faire. On a changé de dimension, on a un nouvel asset technique. On est le dernier acteur au service des vignerons, donc on a clairement pris une place aujourd'hui forte en tant que partenaire de la filière. Donc oui, j'ai absolument aucun regret d'avoir fait ces opérations, même si ça s'est fait au prix de 18 mois de travail soutenu et de réorganisation assez forte. Mais il y a un moment, et c'est je pense notre responsabilité, c'est de faire des choix qui effectivement vont se faire au détriment de salariés. Mais moi, mon objectif, c'est de maintenir 60 emplois et donc de pérenniser l'ensemble de l'activité. Et c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Ok, ok. La société a changé aujourd'hui, du coup. C'est quoi le portrait robot du groupe Les Grappes? Alors, on n'est pas au bout encore du rapprochement, mais on va dire dans 6 mois, donc on va dire fin Q1 25, on aura une marque, les Grappes, qui regroupera deux grands métiers, deux grands piliers, les Grappes Service et les Grappes Pro pour toute la partie distribution. Et notre enjeu, c'est de rapprocher les sites qui sont aujourd'hui très indépendants, donc Petite Cave et Vins Étonnants, et de venir les regrouper au sein de la marque Les Grappes. Donc tu pourrais, enfin, c'est une question qui se pose, tu vois. On peut créer des synergies au niveau des back-ends, mais garder les marques. Enfin, on peut faire plein de choses. Toi, On n'est pas au bout des réflexions là-dessus. Ok. Ce qui est sûr, c'est que on a des enjeux d'avoir un modèle un peu plus simple. Donc c'est sûr qu'on a plutôt en tête de dire que Les Grappes aujourd'hui est une marque forte, avec un trafic fort. On a aujourd'hui deux très belles entreprises avec un sourcing incroyable sur Petite Cave et Vins Étonnants qui avaient des accès à des allocations vraiment extraordinaires, spécialisées sur des vins nature, chose qu'on avait. Pardon, je sais pas si on l'a dit dans cet épisode, et c'est pas évident pour tout le monde. Une allocation, c'est le volume de vin, de bouteilles qu'on peut acheter, de colle qu'on peut aller acheter auprès d'un vigneron ou d'une. Tout à fait. En fait, si on reprend le speed de tout à l'heure des 1000 vignerons, traditionnellement avec les grappes, on n'y avait pas trop accès. Depuis qu'on a repris ces sociétés Petite Cave et Vins Étonnants, qui sont sur un modèle effectivement différent, on a accès à ces vignerons stars. On va prendre aujourd'hui un Genva, qui est un vigneron que tout le monde s'arrache. Aujourd'hui, on a, qui est un vigneron dans le Jura, on a accès à des allocations de Genva et qu'on peut proposer à nos clients particuliers. Et effectivement, sur le modèle traditionnel des grappes, on n'arrivait pas à travailler avec ces gens-là. Enfin, donc effectivement, il y a un enjeu de sourcing et qu'on a réussi à adresser avec la reprise de ces deux sociétés qui avaient fait un travail de sourcing extrêmement qualitatif. Ok, compris. Il y a aussi du coup un enjeu de rationalisation de tes écosystèmes e-commerce. Bim, au bout de 52 minutes et 40 secondes, on parle d'e-com. Désolé, chers auditrices, chers auditeurs, mais c'était passionnant. Tu as des univers assez différents, j'imagine, entre Vins Étonnants, Petite Cave et les grappes. Les grappes est un Magento qui a été un peu torturé depuis quelques années. Il a quel âge? 8-9 ans. La plateforme actuelle tourne sur un vieux Magento qui a été, j'utilise le terme, un peu torturé pour qu'on arrive à faire de la marketplace sur cette plateforme Magento, sur lequel on a développé beaucoup de couches avec le travail des équipes techniques. Et derrière, Vins Étonnants et Petite Cave sont des sites qui tournent sur Shopify. Donc oui, pour répondre à ta question, on se pose aujourd'hui la question de rapprocher nos fonctionnements pour effectivement, côté B2C, peut-être n'avoir qu'un seul fonctionnement et qu'une seule plateforme. Et oui, donc des synergies, moins de prise de tête et plus de... Enfin, ça a du sens d'optimisation. Voilà, on a déjà pas mal de chantiers techniques. Tiré dans quelle direction? Tu le sais déjà ou pas encore? Vous y réfléchissez avec vos équipes, j'imagine, mais... On est à date, aujourd'hui, on se pose la question d'aller sur Shopify. Sur la partie B2C. Si. Ouais. Sur la partie B2C, donc de rassembler les sites Petite Cave et Vins Étonnants, peut-être sur un même Shopify. Voilà, c'est aujourd'hui le chemin qu'on est en train de prendre. Sur la partie B2B, ça c'est en pleine réflexion. Oui, tu as des enjeux qui sont importants. Il faut quand même un peu de custom, j'imagine.
Voilà. Et Ok. ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, on va dire, c'est évidemment séduisant, mais voilà, on prend le temps de faire les bons choix parce que c'est difficile de revenir en arrière, quoi. On enregistre mi-octobre, l'épisode devrait sortir début novembre, mais j'imagine que quoi vous visez un premier Tout à fait, c'est l'objectif. Q1 pardon 2025. On fête officiellement nos 10 ans en début d'année 25, ce serait une bonne date pour. Voilà. Mais c'est pour bien d'avoir lancer des objectifs serrés. C'est une nouvelle chose. Voilà. J'ai encore envie de parler de plusieurs sujets. J'aimerais parler de distribution. On en a parlé, tu fais du B2B, du B2C, mais tu m'as dit que vous avez hérité d'Amazon. J'aimerais savoir un peu ton avis sur la vente de ou de vin sur Amazon, de spiritueux pardon, ou de vin sur Amazon. J'aimerais parler d'international et enfin de logistique. Commençons par la logistique. Ouais. Qui expédie le vin? C'est vous, du coup, depuis votre entrepôt à Mâcon, ou c'est aussi les vignerons en direct? Alors, on a un modèle hybride où effectivement il y a de l'expédition direct domaine. C'était notre modèle historique côté Les Grappes. Il faut savoir que quand on a démarré, par un peu de conviction, on a voulu développer la thématique de l'époque qui était le circuit court. À l'époque, on ne se posait pas trop la question de l'empreinte carbone. Et qu'aujourd'hui, effectivement, aussi une des raisons qui nous a motivés à reprendre, et en tout cas de nous positionner sur le dossier Plug Wine, c'est d'avoir accès à cet entrepôt, qui est un asset et un actif très important pour nous. On a un entrepôt de 5800 m² à Mâcon, dans lequel on a 750 000 bouteilles. Et effectivement, dans l'évolution de notre modèle, on a plutôt envie d'aller massifier des flux sur cet entrepôt et de moins faire appel au direct vigneron. Ok, avec un enjeu en plus de qualité qui est plus facile à maintenir quand ça part de chez toi et que tu Bien sûr, gères la logistique. Il y a un enjeu très clair de qualité de service, de marge et d'empreinte carbone. Et en plus, tu lui facilites la vie. On est d'accord, non? Tout à fait. Le vigneron. Oui, oui. Et le CHR qui commande de 4 vignerons différents, mais qui a qu'un seul envoi plutôt que Tout à fait. 4 suivis à faire. D'où effectivement le Ouais, sujet de l'empreinte carbone. carbone. Et à un moment, on massifie des flux. Voilà. Et donc c'est cet entrepôt qui est effectivement on va dire un levier pour nous important. Même si c'est un nouveau métier, il y a 2 ans, même 1 an et demi, on n'avait jamais travaillé dans un entrepôt, on ne savait pas ce que c'était. Donc ça fait partie des challenges de la reprise. Ouais. Mais du coup, j'imagine que tu as un enjeu aussi de... tu l'avais même avant, mais en tout cas, il faut que le vigneron, que le producteur ait une certaine maturité digitale pour pouvoir se plugger, comprendre, envoyer ses flux, suivre ses commandes vers votre entrepôt. Alors, il est peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est un enjeu. Alors, sur les 1000 plus gros, j'imagine qu'évidemment, ils sont rompus au sujet, mais sur les 29 000 suivants... Mais, alors, pas forcément. C'est-à-dire que les 1000, tu as aussi beaucoup de vignerons très traditionnels là-dedans, mais qui aujourd'hui ont tellement pas besoin de vendre leur vin qu'ils ont délégué, on va dire, l'acte de vente souvent à des agents. Et là-dedans, tu as des vignerons qui font des vins hyper connus. Je t'ai pris Ganva tout à l'heure. C'est des gens qui n'ont même pas besoin de travailler la partie distribution, ou en tout cas se font accompagner d'agents pour ça. Sur les autres vignerons, effectivement, nous on travaille plus avec des vignerons qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'on a souvent des vignerons avec qui on collabore. Il y a des jeunes qui ont repris des domaines, qui plutôt qu'aller faire les salons comme le faisaient leurs parents, à faire 10 salons par an, on va peut-être en faire que 3 ou 4 par an, mais on va se poser la question du digital. Donc c'est sûr que les vignerons qui sont venus vers nous sont des vignerons qui ont peut-être aussi un peu grandi avec nous ces 10 dernières années et qui ont bien vu que le digital était un axe à travailler pour vendre du vin, pour connaître ses clients, pour faire connaître sa marque. Voilà, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on travaille un peu plus avec des vignerons et des jeunes vignerons que des vignerons qui sont à 2 ans de la retraite. Et qui ont compris tous ces enjeux. Ok. Sur la distribution, je dis que vous avez hérité d'une présence sur Amazon? Oui, alors ça c'est aujourd'hui une présence qui est extrêmement anecdotique, mais effectivement, Plug Wine a développé un catalogue de services et de branchements sur différentes marketplaces et qui propose aujourd'hui à des vignerons d'être référencés sur Amazon. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les volumes sont extrêmement faibles, puisque, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'on anime bien. Or, il faudrait quelqu'un presque pour animer le catalogue sur Amazon de manière régulière et fréquente. Et 2, surtout, c'est que sur Amazon, ce qui se vend bien, c'est soit des vins de marque, des champagnes de marque ou des spiritueux. Et donc, effectivement, j'ai vu des chiffres de groupes de spiritueux qui arrivent à faire des volumes super importants, mais parce qu'ils ont la marque.
pour un vigneron, on prenait un exemple tout à l'heure de Côte-du-Rhône qui n'est pas connu, il va être perdu sur Amazon, il va être perdu sur Cdiscount, il va être perdu sur toutes ces plateformes-là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, les volumes sont faibles. En revanche, avec Vivino, on a une collaboration, il y a des volumes qui sont intéressants. Avec, pardon Vivino. Vivino, oui, Ouais. ok. Intéressant. On en parlait en préparant cet épisode, car on est le 16 octobre, et il y a quelques jours, c'est Moët et Chandon qui a lancé une nouvelle page Amazon avec un brand store assez poussé, de la vidéo au plein écran. Voilà. Mais on aborde ce sujet dans une série spéciale que j'ai enregistrée à propos d'Amazon, Tips and Tricks pour progresser sur Amazon, les conseils et astuces pardon, pour progresser sur Amazon. C'est le genre de choses pour lesquelles il faut débloquer 200, 300, 400 000 euros de dépenses par an sur Amazon pour avoir ce genre d'assets. Ils ont un peu plus de moyens que nous. Ouais. Ils ont un peu plus de moyens que vous. Je n'avais pas mis la caméra sur moi, vous ne me voyiez pas, c'est pas grave. J'avais une autre question aussi. Vous étiez présent, j'imagine, avec ces rachats. On a parlé d'optimisation des équipes, enfin d'optimisation, pardon, c'est pas le beau terme, mais de rationalisation des équipes, des univers digitaux. Ces boîtes que tu as rachetées, elles avaient aussi des bureaux, des centres, peut-être. Elles avaient aussi une présence à l'international. Comment est-ce que tu abordes ce sujet ? Il y a eu des choix, c'est pour ça que je dis que ça a été, on est content du chemin parcouru, en tout cas dans les chiffres, mais il y a eu des choix humains qui ont été durs. On a fermé des bureaux dans lesquels les entreprises qu'on a rachetées étaient présentes, parce qu'il y a un moment, quand tu fais la somme de boîtes qui vont pas bien, quand on reprend des boîtes à la barre du tribunal de commerce, c'est qu'elles vont pas bien, c'est qu'il y a des coûts à couper. Et donc c'est ce qu'on a dû faire. Voilà. Donc effectivement, on est passé presque de 6 à 7 implantations, aujourd'hui 2 implantations qui sont Paris et Mâcon. Paris sur toute la partie marketing commercial et technique, et Mâcon sur toute la partie opération et logistique. Voilà, et vous les Grappes, aviez un bureau en Italie ? Est-ce que j'ai une bêtise ? Vous avez un bureau en Italie ? On avait un bureau en Italie qui va être fermé. Effectivement, on avait développé l'export depuis Milan avec des VIE. Et pareil, dans les choix aujourd'hui de simplification de l'entreprise, on a fait le choix de traiter l'export depuis Paris. Ouais. Quelle était la raison d'être de ce bureau en Italie ? Opportuniste. Opportuniste, très honnêtement. On a eu quelqu'un de l'équipe qui était très bien, très compétente, qui a eu le choix à titre personnel de s'installer en Italie. Et comme souvent, on peut être créatif quand il y a des gens bien qu'on veut accompagner. Et donc, on a monté avec elle ce bureau qui s'occupait de la partie export. Et c'est cette partie qu'on a développée depuis l'Italie. Ouais. Je comprends, on a fait à peu près la même chose avec l'un de mes associés, Louis Dumoulin, qui est directeur de création chez Cosa Vostra, qui partait suivre sa femme à Londres. Sa femme est dans le cinéma, elle est anglaise, elle a passé une partie de sa vie en France. Il était temps pour elle de rentrer en Angleterre, il l'a suivi. C'est comme ça qu'on a ouvert Cosa Vostra Londres. D'accord. Et c'est vrai que c'est là que se gèrent pas mal de nos clients internationaux sur la conception et rédaction. Loïc, c'est passionnant. Je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder. Non, pardon, un dernier. Alors ça, c'est plus marché. Et je voulais ton avis là-dessus. Je me le suis noté, mais j'ai oublié de l'aborder tout à l'heure. Quand on parlait de l'évolution du marché, des conditions climatiques, de l'économie, de l'hygiénisme, c'est pas pareil dans tous les pays. J'ai l'impression que depuis 20 ans se sont développés des vins depuis 50 ans certainement, mais moi en Amérique du Sud. Ouais. Le vin, il y a un tampon français, en Californie aussi depuis 20-30 ans. Ça va continuer, cette croissance internationale, ce développement international dans des régions qui sont peut-être plus à même, qui sont comme la France l'a été sur les 300 dernières années en termes de climat. Alors, ce qu'on appelle les vins du Nouveau Monde ont un avantage, c'est qu'effectivement, c'est plus simple, plus clair. Ils ont souvent des contraintes, donc des cahiers des charges moins complexes. Et donc ils ont une lisibilité à l'international qui est plus forte. Là où effectivement un des problèmes qu'on a en France, c'est la complexité et la multiplicité des domaines qui en même temps fait notre charme. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on défend, mais il faut reconnaître que c'est compliqué pour quelqu'un qui est étranger et qui n'a pas cet ADN ou cette culture du vin de comprendre la complexité française viticole. Et après, dans les autres effectivement, enjeux et développement potentiel, on voit aujourd'hui
Alors c'est plus exotique, mais il y a des plantations qui se font aujourd'hui de vignes qui se font en Bretagne, dans le Nord. Il y a Tétinger qui allait qui allait planter des vignes en Angleterre. C'est vrai. Alors, ce ne sera pas un champagne, mais ce sera du pétillant. Du pétillant de Tétinger. Oui, tout à fait. Mais parce qu'il y a aussi un sujet, effectivement, aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Il y a des régions en France qui n'ont pas eu d'eau. Il y en a qui en ont trop. Il y en a qui en ont trop. Mais c'est sûr que se pose la question pour la filière de trouver des nouveaux lieux de production pour qu'effectivement l'impact climatique soit pas aussi compliqué tous les ans. Qu'est-ce que je te souhaite pour 2025 ? La sérénité. Quand on est entrepreneur, on n'est jamais serein. Ouais, mais quand on est un entrepreneur humble, pardon, on n'est jamais serein. C'est un souhait, en tout cas, qui me paraît pas mal au vu des années qu'on a passées. Loïc, c'était passionnant, merci infiniment, bravo pour tout ce chemin parcouru depuis notre première rencontre au Players Bar, certainement. C'était là, hein ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est là qu'on organisait les fameux événements dont je vous parlais tout à l'heure, les Start in Paris. C'était drôle, hein. On était tous les mois entre 200 et 400 personnes sur les gros mois, mais plutôt 300 à 400 en moyenne. À une époque où il y avait assez peu d'événements dans la scène tech parisienne. Ça, on a commencé en 2009, fini en 2015, je crois. C'est des très très bons souvenirs. On faisait ça dans un bar, le Players Bar, qui est un bar sportif qui a été remplacé depuis. J'ai vu une vitrine rose, je sais pas ce que c'est, ça reste un bar, mais bon, bref. Loïc, merci infiniment. Loïc Tanguy, Tanguy. Pour poursuivre la conversation sur LinkedIn, allez évidemment faire un tour sur lesgrappes.com et un énorme merci à Tanguy Bujard qui a été notre DAF pendant de nombreuses années, qui est le tien aussi. Tout à fait. Et qui nous a permis cette mise en relation DAF part-time. Je vais pas faire sa pub parce que tu aimerais bien l'avoir en full-time, je crois. Je veux bien le garder. Voilà. Mais effectivement, super. On est ravis de l'avoir. Merci Tanguy, pardon, pas Tanguy. Merci Loïc, pardon. Merci Loïc et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous toutes et tous. Salut.